Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce 20 décembre. Moment d'émotion ce mardi au Palais du Peuple où une messe d'action de grâce a été dite en hommage aux victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa il y a tout juste une semaine. À l'international, le président Alassane Dramane Ouattara dénonce sans détour la menace des pays occidentaux qui accusent la Côte d'Ivoire de déforestation et de réchauffement climatique à cause de la production du cacao. Bonsoir à tous, je le disais en titre, moment d'émotion ce mardi au Palais du Peuple où une messe d'action de grâce a été organisée en mémoire de 169 victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues à Kinshasa il y a tout juste une semaine. Les hommages ont été rendus en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, avant l'inhumation qui interviendra ce mercredi. Patience Lokeke, Béni Ifombo et Fiston Oleko. Après 3 jours de deuil national, une messe d'action de grâce a été dite ce mardi 20 décembre à l'esplanade du Palais du Peuple en mémoire de 169 personnes qui ont perdu la vie suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa la nuit du 12 au 13 décembre dernier qui a causé beaucoup de dégâts matériels et humains dans presque toutes les communes de la ville. Cette messe organisée par le gouvernement congolais est une manière pour lui, entre autres, de compatir avec les familles éprouvées. Elle a connu la présence du président de la République et les membres du gouvernement, ainsi que les membres des familles éprouvées. À cet effet, les différents représentants des communautés et églises du Congo ont tour à tour imploré la miséricorde de Dieu sur la vie des personnes qui ont été brutalement arrêtées. Ceci est venu de la pensée de l'autorité, dont serviteur, le chef de l'État et les membres du gouvernement d'accord et toutes les autorités qui gèrent les institutions après lui, il se sont convenus que cela valait la peine qu'on se réunisse, non seulement pour la prière les derniers jours, mais qu'on puisse s'apitoyer de toutes ces familles éprouvées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à ces termes que nous sommes là, en présence des familles éprouvées en ce moment. Il n'y aura rien qui pourra remplacer ces hommes morts et partis. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut consoler les familles ici présentes. Et puis, s'en est suivi du dépôt des gerbes de fleurs par le couple présidentiel. Les représentants des familles éprouvées, bien qu'inconsolables, n'ont pas manqué des mots pour remercier le chef de l'État au regard de ce geste très louable. Je voudrais ici remercier le président de la République pour ce geste combien louable qu'il a pu écouter tous ces jours aux États-Unis pour venir compatir avec ses compatriotes. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Présente à la messe, la députée nationale Solange Massomboko a exprimé sa compassion aux familles touchées par ces événements malheureux. Plus de 150 personnes péries et en présence de leurs familles, les mots sont faibles pour exprimer la douleur. Mais tout ce que nous pouvons dire à toute la population quinoise et finalement à la population congolaise, que nous sommes des cœurs. Et nous voulons exprimer notre compassion, nous voulons exprimer notre douleur, partager la douleur que ressentent les familles, mais aussi partager la crainte des nombreux de familles, d'autres familles qui dorment à la belle étoile et qui ne savent pas où aller. Demander donc au gouvernement d'ériger un site adéquat pour recevoir toutes ces personnes qui se retrouvent dans des sites accidentés, susceptibles de faire connaître encore ces problèmes. Signalons que l'enterrement interviendra ce mercredi au cimetière de Kinkole et une enveloppe de 3 000 $ a été offerte à chaque famille considérant chaque défunt. Paix et repos éternel aux âmes des disparus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies met fin à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire pour la RDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent désormais s'équiper sans entrave. Une résolution a été présentée par la France et adoptée à l'unanimité. Commentaire Dieudonné Boinali.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de mettre fin à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent s'équiper sans entrave désormais. Une résolution a été présentée par la France et adoptée à l'unanimité. Des résolutions ont finalement été adoptées, y compris celle sur la levée des mesures de notification en place depuis 2008. Ces deux résolutions ont été le fruit de longues discussions et de compromis. C'est une petite révolution dans les Grands Lacs, la condamnation du Rwanda par la France pour le soutien que Kigali apporte au M23. Dans un communiqué publié lundi, Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, tense Kigali et exhorte les parties prenantes à la crise congolaise à mettre en œuvre les résolutions du processus de Luanda et de Nairobi. Suivez. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que le processus de Luanda et de Nairobi puisse être intégralement mis en œuvre. Ce sont les mots d'Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Ces éléments de langage sont déjà une petite révolution à Kinshasa, d'autant plus que plusieurs en République démocratique du Congo considèrent la France comme un soutien indéfectible au Rwanda. Les plus radicaux de Congolais estiment même que la France est un soutien aux rebelles du M23. Le lien est directement établi par ceux qui considèrent que soutenir l'armée rwandaise, c'est donner directement la force au M23. Début décembre de cette année, l'appui financier de 20 millions d'euros que l'Union européenne a alloué à l'armée rwandaise sur proposition de la France a suscité des réactions indignées en RDC, avec notamment certaines formations politiques comme la Dynamique progressiste révolutionnaire qui avait déposé une lettre de protestation à l'ambassade de France en RDC. La lettre, à l'intention du président français, dénonçait un compagnonnage dangereux entre la France et le Rwanda contre la RDC. Pour les autorités congolaises, le Rwanda est en train d'être mis au banc de la communauté internationale. Réagissant au communiqué de la France, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a déclaré « La machine de la manipulation, du mensonge ne sera plus jamais puissante que celle de la pure et simple vérité. » Avec cette prise de position claire de la France, l'isolement diplomatique du Rwanda continue. Fin de citation. Le ministre dit espérer qu'après la condamnation, il y aura la sanction, la justice et la réparation. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est annoncé pour ce mercredi 21 décembre à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. C'est dans le cadre de la 9e session de la conférence des gouverneurs prévue du jeudi 22 au vendredi 23 décembre prochain. Enoch Issei. Sauf changement des dernières minutes, il se tiendra du jeudi 21 décembre au vendredi 23 décembre 2022 à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, la 9e conférence des gouverneurs des assises qui se tiennent une fois l'an sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'arrivée sur place est imminente pour ce mercredi 21 décembre, ce qui constitue sa première visite à l'ex-Coquilletteville depuis son accession au pouvoir, annonce la présidence de la RDC. Autrefois très pessimiste, à cause des nombreux reports, la population cette fois-ci rassurée et convaincue. Avec les programmes de sa 45 territoires, la province de l'Équateur va connaître son décollage. Des poteaux d'éclairage public s'intensifient grâce au projet initié par le président de la République à travers INSER. Cette 9e session sera une opportunité pour les garants de la nation d'obtenir, a priori, l'adhésion massive de tous les chefs d'exécutifs provinciaux en ce qui concerne notamment la mise en œuvre effective du projet de développement à la base des 145 territoires, la mobilisation des ressources en province pour l'amélioration des conditions de vie des populations, sans oublier la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'agression rwandaise qui exige de tous et de chacun une posture patriotique pour barrer la route à l'ennemi. À cela, il faudrait y ajouter la problématique de la tenue des prochaines élections à l'horizon 2023. La vie de Mbandaka est en pleine mutation, pas seulement par l'arrivée du chef de l'État, mais aussi dans le cadre de son développement. Des travaux de grandes envergures y sont observés avec la construction et la modernisation des grandes infrastructures, notamment les routes, les hôpitaux, l'aéroport et la voie urbaine. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui présidera cette conférence, profitera de cette occasion pour faire une tournée d'inspection dans cette province. Pendant 3 jours,
Le chef de l'exécutif provincial échange sur des questions liées au fonctionnement de leurs entités provinciales et propose des pistes de solutions. Notons qu'en 2021, la conférence s'était tenue à Kinshasa. Un mémo avait été adressé au chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans celui-ci, les gouverneurs ont demandé un moratoire suspendant les motions de défiance des députés provinciaux, de régulariser la dotation des crédits d'investissement pour la visibilité des actions du président de la République et enfin, le paiement régulier de la rétrocession aux provinces. Le garant de la nation va tenir un méga meeting juste après son arrivée ce mercredi 21 décembre 2022 en Mbandaka. Et il est attendu de cette conférence des gouverneurs des recommandations qui devront permettre aux provinces de connaître un élan de développement. C'est ce qu'a déclaré Maître Jérémy Kalala lors de son passage à Géopolis où il a été reçu à l'émission Droit à la parole qui sera diffusée demain, mercredi 20 décembre à 21h. Il est au micro de Jojo Moulamba et Giscard Tamba. Il faut dire que la conférence des gouverneurs est instituée par les dispositions de l'article 200 de la Constitution qui voudrait que deux fois par an, que la conférence des gouverneurs puisse réunir les gouverneurs des provinces, les présidents de la République, les premiers ministres ainsi que les ministres de l'Intérieur. Aussi, les autres ministres peuvent être invités pour que les gouverneurs qui sont les représentants du président de la République en province puissent formuler donc des avis, des recommandations au gouvernement pour la législation que le gouvernement doit faire pour gérer les pays tout entiers. Mais aujourd'hui, j'ose croire, avec les projets phares du président de la République, le PDL, donc le développement des 145 territoires, le développement à la base, un projet qui n'a jamais été pensé dans notre pays. Je pense qu'il ne manquera pas de faire état de ces projets-là et aussi la situation sécuritaire avec l'agression rwandaise. Je pense que les gouverneurs militaires du Nord Kivu, de l'Ituri, auront à faire des recommandations pour renforcer le président de la République dans sa détermination à pouvoir lutter contre l'agression rwandaise, tel que son Excellence le ministre du Commerce extérieur Jean-Luc Boussa a eu à les dénoncer dans les tribunes internationales en présence même de l'agresseur, le président Paul Kagame. Donc je pense que toutes ces questions seront donc débattues à l'occasion de cette 9e conférence des gouverneurs et les résolutions seront prises comme d'habitude. Le président de la République à son tour fera aussi des recommandations et aux gouverneurs et au gouvernement de la République. Identification et enrôlement des électeurs à quelques jours du début de l'opération. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a été en visite à la Commission électorale nationale indépendante ce mardi. Il a pris part à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application Prépap Seni. Il était question aussi pour Sama-Lukonde de se rassurer du bon déroulement de cette étape du processus électoral. Fiston Oleko. La République démocratique du Congo tend vers son 4e cycle électoral. L'exécutif national y tient fermement. Ce passage du Premier ministre à la centrale électorale a consisté à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application Prépap Seni. Il était aussi question pour le chef du gouvernement de s'assurer du bon déroulement des préparatifs de cette opération. Tout en assurant de la sécurisation de l'opération, a sollicité l'implication de tous pour la tenue des élections dans le délai. Nous avons prévu aussi justement de nous assurer d'accroître notre force du point de vue justement de notre police pour garantir cette sécurité tout au long du processus électoral pour l'année 2023. Ensuite, je voudrais ici indiquer que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et même d'ailleurs déclaré par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir le respect
des délais, du point de vue de l'organisation des élections. Ça demande l'implication de tous. Les kits d'enrôlement vont aussi servir à l'octroi des cartes d'identité dans le cadre de l'identification de la population. Samalou Kondé a profité de cette occasion pour appeler les Congolais à l'enrôlement massif. Je vais donc sur ce inviter toute la population à un enrôlement massif. C'est près de 50 millions d'électeurs qui sont attendus pour ce processus et c'est un défi énorme pour la CENI d'avoir cet enrôlement de qualité. Mais je suis sûr qu'avec la volonté de tous, nous pourrons arriver au succès de ce processus. À noter que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs va débuter ce samedi 24 décembre dans les 10 premières provinces de la première zone opérationnelle. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, a procédé au lancement de l'opérationnalisation du cadre national de services climatologiques dans le cadre du projet de renforcement de services hydrométéorologiques et climatologiques de la République démocratique du Congo. Suivez. Chargé pour le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Le lundi 19 décembre 2022, Chérubin Okende a procédé à Kinshasa au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge qui l'a représenté au lancement de l'opérationnalisation du cadre national des services climatologiques. C'est dans le cadre du projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatologiques de la RDC, un financement de la Banque mondiale. La RDC qui se présente comme pays solution dans la lutte contre le changement climatique prouve ainsi son engagement dans cette problématique mondiale. À la suite du chef de l'État, notre pays est engagé dans la lutte contre le changement climatique et cela pour nous assurer dans la transition énergétique. Bien entendu, la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui comme étant pays solution dans cette lutte contre le changement climatique. Nous ne sommes pas que le pays solution. Les dernières catastrophes démontrent que nous sommes autant exposés. Voilà pourquoi, en tout état de cause, je voudrais bien réitérer l'engagement du gouvernement de la République à accompagner ce programme de mise en œuvre du projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques en République démocratique du Congo, exécuté par l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite, Metelsat en sigle. Le ministre des Transports a remis aux représentants des différents ministères le décret du Premier ministre portant opérationnalisation du cadre national des services climatologiques et son plan d'action. Chérubin Okende s'est ensuite rendu au Pullman Hotel où il a coprésidé avec son collègue des Finances Nicolas Kazadi et d'autres membres du gouvernement la cérémonie de signature des contrats de performance entre le gouvernement et les unités de gestion des projets financés par la Banque africaine de développement. Le secteur des transports a le financement le plus important avec plus de 480 millions de dollars américains. De retour à son cabinet, Chérubin Okende a poursuivi son travail d'homme d'État. Ce même lundi 19 décembre 2022, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a signé plusieurs contrats au nom du gouvernement avec la Corporation internationale d'ingénierie nationale chinoise sur la technologie aérienne. Ces contrats vont donner lieu à la construction des aéroports nationaux et internationaux ainsi que Après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 4 ans, le cours de cobalt ne cesse de régresser sur le marché international depuis le mois de juin 2022. La tonne du métal devrait se vendre à 51 240 $ contre 51 248 $ la semaine d'avant, soit une légère baisse de l'ordre de 8 $, renseignent les projections avancées par les experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la RDC. Enoki Sei. Les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur renseignent que le prix des produits miniers exportés de la RDC seront à la hausse.
Dans la semaine allant du 19 au 24 décembre 2022, l'État va se négocier à 24 355 $ la tonne contre 23 600 $ la tonne la semaine passée, dégageant une embellie de l'ordre de 755 $ américains. La tonne de cuivre se vendra à 8 438 $ contre 8 337 $ la tonne la semaine passée, soit une augmentation de l'ordre de 101 $ américains, tandis que le zinc se négociera à 3 366 $ américains contre 3 113 $ américains la semaine passée, avec un écart positif des prix de l'ordre de 101 $ américains. Pour sa part, le prix de l'or sur le marché international cette semaine passera de 57,82 $ contre 57,28 $ par kilo la semaine passée, soit un écart positif des prix de l'ordre de 0,54 $ américains. Le prix de l'argent devrait également augmenter pour se négocier à 0,75 $ américains le kilo contre 0,72 $ américains la semaine passée, soit un écart positif des prix de l'ordre de 0,03 $ américains. Parmi les produits dont le prix seront en baisse cette semaine, figure le cobalt dont le prix sera à 51 240 $ américains la tonne contre 51 248 $ la tonne la semaine passée, soit une baisse de l'ordre de 8 $ américains. La hausse des prix des denrées alimentaires, un problème qui ne frappe pas seulement la ville de Kinshasa. D'autres provinces aussi se plaignent de la surchauffe des prix sur leur marché. C'est le cas de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, qui depuis près d'une semaine est confrontée à ce problème à quelques jours seulement des festivités de fin d'année. Damani Mujinga. Depuis près d'une semaine, la hausse des prix de plusieurs denrées alimentaires ainsi que des produits manufacturés a été constatée sur le marché de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Les ménages s'inquiètent au sujet de cette hausse et ne savent plus comment s'en sortir face à cette situation, surtout à quelques jours des festivités. Les prix de certains vivres ont largement augmenté. Par exemple, un carton de poulet qui se négociait à 50 000 ou 52 000 francs auparavant revient à 85 000 francs maintenant. Un responsable de la Fédération des entreprises du Congo a justifié cette surchauffe sur le marché par l'acheminement irrégulier des wagons des marchandises par la Société nationale des chemins de fer du Congo, le mauvais état des routes ainsi que l'enclavement de la province du Kasaï oriental. Quant à la SNCC, la direction générale affirme avoir pris toutes les dispositions pour acheminer avant la fin de l'année un nombre important des wagons contenant les denrées alimentaires ainsi que les produits de première nécessité. À quelques jours des festivités, la population congolaise ne cesse d'être inquiète à cause des spéculations des prix sur le marché. Les autorités sont appelées à régler ce problème afin de permettre aux Congolais de fêter en toute quiétude. L'université moderne de Kinkole dans la commune de Lantsele a célébré une double cérémonie le week-end dernier. Il s'agit d'un côté de la collation des grades académiques et de l'autre, la célébration de ses 5 ans d'existence. Revivez en images les moments forts de cet événement avec Fiston Oleko et Stanisamba. La cérémonie de clôture de l'année académique 2021-2022 ponctuée par la collation des grades académiques et la célébration des 5 ans d'existence de l'université moderne de Kinkole était caractérisée par une ambiance électrique. Des moments forts en émotion qui a mis ensemble les autorités publiques et académiques, les lauréats et leurs proches, mais aussi d'autres invités des marques. Ils sont 19, ces étudiants sortis des facultés des droits et administration des affaires, économie et gestion des entreprises, informatique et santé publique, des licenciés en LMD formés sur base des valeurs et des marches de l'UMK pour le développement local de Kinkole d'abord et la RDC en général. Cette université prend l'engagement et continue à prendre l'engagement de former nos jeunes et notre jeunesse sur base d'un enseignement de qualité et une recherche scientifique basée sur les résultats et l'assurance d'une connaissance ou de compétences avérées utiles à notre nation en pleine mutation structurelle. À ces heureux lauréats, le promoteur et le président du conseil d'administration a touché un mot
pour la suite de leur vie dans le monde professionnel. Et aux étudiants eux-mêmes de prendre conscience de tous les sacrifices consentis, d'une part par vos parents et d'autre part par les corps enseignants, pendant tous les jours, pour ceux qui se disposent, tout en demeurant confiants que cela apportera un fruit. L'autorité de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, a aussi marqué de sa présence, représenté par son chef de bureau et d'homologation des diplômes. Nous voudrons également remercier les personnels académiques, scientifiques ainsi que les bateaux pour les connaissances et surtout les savoir-faire qu'ils ont pu transmettre à la jeunesse. Les étudiants, eux, ont exprimé leur gratitude aux autorités académiques pour l'encadrement scientifique. C'était juste avant que le recteur ne procède à conférer les grades académiques aux lauréats. Cette double cérémonie a connu d'autres moments forts, marqués entre autres par une visite guidée, coupure du gâteau du 5e anniversaire de l'existence de l'UMK, les tout accompagnés de la musique avec l'artiste Miel des Sons. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Un nouveau programme de transformation numérique avec l'Afrique a été lancé à l'occasion du sommet de dirigeants Afrique-États-Unis. La nouvelle initiative va permettre un investissement de plus de 350 millions de dollars et une facilité de plus de 450 millions de dollars pour l'Afrique afin d'élargir l'accès à l'alphabétisation numérique. Edouard Funda. L'Afrique a de grandes ambitions en termes de transformation numérique et dispose d'atouts indéniables. Alors le financement de la transformation numérique représente un enjeu majeur pour le continent. Dans ce cadre, l'écosystème numérique de l'Afrique va bénéficier d'un financement de 800 millions de dollars des États-Unis. La Banque mondiale indique que l'économie numérique du continent a un potentiel de 180 milliards de dollars supplémentaires de PIB de l'Afrique d'ici 2025. Par ailleurs, l'accès à l'Internet est un pilier de la transformation numérique en Afrique. Pour connecter chaque citoyen du continent à Internet, d'ici 2030, les besoins sont estimés à 100 milliards de dollars. Le programme de transformation numérique avec l'Afrique vise à aider le pays à reconstruire les économies touchées par la pandémie de coronavirus et à faire progresser les priorités américaines en matière de sécurité nationale, de diplomatie, de commerce et de développement. Développer le tourisme urbain pour stimuler la croissance économique, c'est l'une des solutions que préconisent les acteurs africains du secteur touristique. Le développement du secteur touristique devrait induire le développement des infrastructures et la création d'emplois, mais il est indispensable, d'après ces experts, de labelliser les villes pour susciter l'attractivité. Encore une fois, Edouard Funda. Le tourisme représente environ 8,5% du produit intérieur brut de l'Afrique, des chiffres qui pourraient être plus importants grâce au tourisme urbain, véritable moteur de développement dans des pays comme le Maroc ou l'Égypte. Selon les experts, il est impératif de se démarquer du tourisme traditionnel pour développer le tourisme urbain qui, contrairement au premier, consiste à parier sur l'attractivité des zones urbaines pour stimuler les revenus du secteur par l'activité touristique locale. Il s'agit de changer le paradigme et de mettre les populations locales au cœur du tourisme. Les phénomènes contraignants comme la crise de la Covid-19, qui a imposé des restrictions à l'instar de la fermeture des frontières, donnent de la plus-value à cette forme de tourisme qui fait le succès des villes comme les Cap en Afrique du Sud. Labelliser les villes africaines serait une astuce pour les promouvoir comme destination touristique. Le développement du tourisme urbain peut permettre le développement d'infrastructures durables, mais aussi générer des emplois pour les populations. La transformation de ces secteurs s'avère une des solutions au développement des économies africaines. Et puis, je l'avais annoncé en titre, au cours d'un entretien exclusif qu'il a accordé aux médias France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a dénoncé sans détour la menace des pays occidentaux qui accusent son pays, la Côte d'Ivoire, de favoriser la déforestation et le réchauffement climatique à cause de la production de cacao.
Pour lui, les pays du Nord n'ont pas de leçons à donner car ils sont les premiers pollueurs. Jojo Moulamba et Benito Kabiena. C'est sans embâche que le président ivoirien a qualifié d'inacceptable la position du Parlement européen sur la production du cacao en Côte d'Ivoire. Pour le pays membre de l'Union européenne, le cacao est à la base de la déforestation qui prend de proportions de plus en plus inquiétantes, chose que le président Alassane Ouattara n'admet pas. Il a dit au cours d'un entretien qu'il a accordé aux journalistes de médias France-Afrique. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. D'après lui, la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains placent la protection de l'environnement au cœur de toute action économique et industrielle. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développé comment? C'est de la malhonnêteté. Alors non, il faut arrêter. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État et une jeunesse maintenant qui connaissent ses responsabilités et qui estiment que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Alassane Ouattara a du reste rappelé que l'Afrique n'est pas la cause du dérèglement climatique, elle subit plutôt les conséquences des actes de pollution causés par le pays le plus industrialisé. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Moment d'émotion ce mardi au Palais du Peuple où une messe d'action de grâce a été dite en hommage aux victimes de pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa il y a tout juste une semaine. Et puis à l'international, vous venez de le suivre, le président Alassane Dramane Ouattara dénonce sans détour la menace des pays occidentaux qui accusent la Côte d'Ivoire de déforestation et d'aggraver le réchauffement climatique à cause de la production du cacao. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.